Vous vous rappelez, Monsieur Attar, vous étiez présent, qu'on ne pourrait commencer l'exploration qu'à partir de l'année 2024. Et pourquoi? Et ça, pour réunir les conditions de savoir-faire et de qualification du personnel. Attendez. Parce qu'il faut reconnaître une chose évidente, qu'on n'a pas de personne n'a de l'expérience dans l'exploitation des énergies non conventionnelles. Est-ce que c'est tout à fait nouveau pour... Si vous permettez, juste quelques précisions. Vous avez parlé d'étanchéité. Oui, ce risque d'étanchéité existe dans toute l'industrie pétrolière, conventionnelle ou non conventionnelle. Chaque fois qu'on a un puits dont les tubages sont mal cimentés, parce que quand on descend un tubage en acier, on le cimente. On descend un deuxième, un troisième, un quatrième. Pour protéger la paroi terrestre. Absolument. Bien. Donc, effectivement, mais on a des outils de contrôle pour contrôler si la cimentation est bonne ou pas. Ça peut nous échapper. Il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents dans le conventionnel. Bien sûr. Du coup, les populations d'In Salah et autres villes du Sud se disent, mais alors, qu'en sera-t-il avec une cimentation d'un puits non conventionnel? C'est exactement le même risque qu'il y a eu dans d'autres pays. Mais donc, on a eu des éruptions. On a eu des éruptions du fait d'une mauvaise cimentation. On a eu des éruptions, c'est-à-dire des venues de gaz ou je ne sais pas derrière le tubage, du fait d'une mauvaise cimentation, dans plusieurs forages. À quel Mais il n'y a pas eu de catastrophe. À quel pourcentage peut-on évaluer le pourcentage, peut-on évaluer la possibilité d'infiltration, admettons sur 100 puits forés? Alors, je vais vous donner des chiffres. On a foré plus de 10 000 puits en Algérie jusqu'à aujourd'hui. Il me semble qu'il y a environ 2500 puits producteurs, en gros. 2500, je ne connais pas bien le chiffre, je ne suis plus à son attraque. Bien, sur tous ces puits-là, à ma connaissance, il n'y a eu que peut-être 3 puits qui ont posé de sérieux problèmes, mais qui ont été solutionnés, c'est-à-dire Sonatrach a été obligé... Qui ont posé des problèmes en quel sens? Ils ont posé des problèmes, oui. Éruption, éboulement, etc. Mais il n'y a eu aucun dégât, ni sur les populations, ni sur la nappe d'eau, ni sur les activités agricoles par pollution ou l'envahissement ou quoi que ce soit. Il y a eu pourtant cet épisode d'une ville du Sud qui a vu son oui, eau... au KN32. Voilà. Comment? Au KN32. Non, l'eau n'est pas... Il y a eu un éboulement. Il y a un petit lac artificiel, mais là, ça n'a rien à voir, ni avec le gaz, ni avec... On parlait de risque, Majid Attar. Oui, voilà. C'est l'eau qui est montée vers le sel, a dissous le sel, a créé une caverne, très schématiquement, et a créé un effondrement. L'effondrement, c'est plus ou moins colmaté maintenant, et il n'y a plus absolument aucune... de l'ouest, les gens disaient que Ouargla allait être englouti dans ce... Mais... Alhamdoulilah, ça fait combien? Ouargla est toujours là. Ouargla est toujours là. Vous dites Alhamdoulilah, ça veut dire que c'est quelque chose qui aurait pu arriver? Non. Non. Voilà, il faut situer la possibilité. C'est de la science-fiction. Très bien. C'est de la science-fiction. Alors, on peut revenir à la réalité. Alors, on a parlé de... Allez-y, rapidement, parce qu'il y a énormément d'autres paramètres à considérer. L'eau. Parce que beaucoup de gens disent, donc moi, côté produits chimiques, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Et on peut l'expliquer aux gens. Côté eau, même quand on utilise 15 000 mètres cubes par fracturation, j'ai fait personnellement des calculs. L'équivalent de DPC olympique. Et on bat. Non, c'est très important. Non, essayons de regarder. Laissez-moi terminer. Il y a aussi des programmes de développement. Mais bien sûr qu'il y a des programmes de développement, je les connais, je peux vous donner même des chiffres. On prend l'eau pour le gaz de schiste, dont on n'a pas besoin maintenant, et ça va être au détriment et de l'agriculture et de ce programme de développement. Pas du tout. Et ça, c'est des hauts cadres des ministères des Ressources en eau qui l'avaient précisé lors de la rencontre de septembre. Pas du tout, ils ne l'ont pas dit. Monsieur Taïbi, on était très clair là-dessus. Monsieur Taïbi et même l'ancien président de l'agence des bassins hydrauliques du Sahara, j'ai oublié son nom, il a fait une présentation à Oran. M. Taïbi a fait une présentation à Oran. Les cadres du ministère de l'hydraulique ont fait une présentation et ils étaient tous favorables
Je vais vous expliquer pourquoi. La même mot pour deux programmes laissez-moi vous expliquer. C'est un choix qui est fait finalement. C'est un choix à faire. Et puis, il faut que notre PDG, permettez-moi s'il vous plaît, j'ai l'article de l'OTAN du lundi, il dit expressément que nos réserves ne sont pas épuisables. Et elles ont de beaux jours. Il n'y a aucune réserve du conventionnel. Tout est épuisable. Cette rapidité d'exécution du non conventionnel. On n'arrive pas à comprendre les choses. Il n'y a ni communication par rapport au mélange. Personne n'en sait. Pas de communication entre les universités. Je peux quand même, écoutez, j'ai été ministre des Ressources en eau aussi, hein, donc j'en sais quelque chose. Vous avez une longue expérience. Allez-y, donnez vos arguments, M. Attal. Alors, l'Albia, pour dire l'Albia, en réalité, il y a deux nappes, mais disons que c'est l'Albia. En général, l'Albia, on va dire, c'est l'eau qui se trouve sous... Voilà, à double étage. Voilà. Albien 1, Albien 2. Dans les régions ou bien... La nappe d'eau souterraine du Sahara, elle contient 45 000 milliards de mètres cubes d'eau aujourd'hui. On peut soutirer 7,2 milliards de mètres cubes par an. Il y a eu un modèle informatique qui a été établi, approuvé, non seulement par l'Algérie, mais par la Tunisie, par la Libye, parce qu'il y a un ensemble de pays qui constituent... Il y a une convention. Pour les 200 puits Hein? Pour les 200 puits Quel 200 puits? Pour la totalité. La nappe peut produire 7,2 milliards de mètres cubes sur tout le Sahara. Sur tout le Sahara. OK? Ça, c'est le potentiel. Actuellement, on utilise moins de 3 milliards de mètres cubes qu'on soutire de cette nappe albienne. 70% de l'eau va vers l'agriculture. 70% des 3 milliards vont vers l'agriculture. Le reste, c'est l'industrie et l'eau potable. Mais pour le programme à venir. La question qui se pose, M. Attal, c'est que là, on se projette dans les 10-20 ans à venir. Est-ce que les 30% d'eau qui sont prélevés pour les activités hydrocarbures sont renouvelés? À quel point sont-elles Vous avez dit 70% de la nappe albienne est réservée pour l'agriculture. Oui. Et 30%, c'est pour tout le reste. Industrie, alimentation, eau potable. Quand je dis industrie, il n'y a pas que l'agriculture. Je retire le chiffre de 30%. Parce qu'il ne faut pas que les gens... Non, comme le truc. Allez-y. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Bien. Alors, or, si on fore 200 puits par an, là, 300, qu'importe. Admettons qu'on va forer 30 000 puits. Surtout le Sahara, pas un Salah. Hein? On ne peut pas forer 30 000 puits à un Salah, ça m'étonnerait. Il faudrait forer à Berkine, dans le Mouidir, dans l'Ergue occidentale, un peu partout. Oui, bien sûr. Là, ça fait perdre là-bas. Pas tout à fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai les arguments. Non, pas du tout. Les niveaux de pression quand même qui ne sont pas... Les niveaux de pression ne sont pas les mêmes. La qualité de l'eau n'est pas la même. C'est le même volume en extrait. Oui, mais ça s'équilibre au bout de 2 ou 3 siècles, les influences. 2 ou 3 siècles, oui. Encore, ce n'est pas des millénaires. Mais pas annuel. Donc, si on fore 30 000 puits, vous savez combien on va soutirer d'eau? On va soutirer un peu plus de 200 millions de mètres cubes par an, c'est-à-dire l'équivalent de 3,5 milliards de mètres cubes en 25 ans. C'est-à-dire en 25 ans, l'exploitation du gaz de schiste va nécessiter le volume d'eau qui est exploité aujourd'hui par an. Voilà ce que c'est. Et les gens, parce qu'il y a beaucoup de, je dirais, des mensonges. Des mensonges, parce que vous accusez qui, M. Attal? Vous dites mensonge, vous parlez de la presse, vous parlez des... il y a aussi des informations contradictoires qui amènent, qui émanent des vous savez pourquoi aussi, Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on importe des débats, on importe des modèles depuis les États-Unis, depuis la Pologne, depuis la France, jusqu'ici. Et on essaye de comparer l'incomparable. Ces opérations de fracturation, les tests, les premières évaluations ont été faites à la lumière des expériences américaines. Donc, il fallait aussi s'attendre que les Algériens se repèrent ou se voient dans le miroir des États-unis. On parlait tout à l'heure... Les documents qui nous viennent, c'est des États-Unis et du Canada. Il faut faire confiance aussi
aux Algériens. Ah non, non, on n'en a pas de, Comment on en a de pas? l'Algérie parce qu'on vient Pourquoi de on en a pas? commencer. Voilà, moi j'ai travaillé 30 ans dans les hydrocarbures. Et M. Touami, il a comme... Non, là, Moussa Kassan parle des hydrocarbures non conventionnels. Non, écoutez, C'est nouveau pour écoutez, nous. je crois qu'il y a Qu'est-ce quelque qui est chose. nouveau? Non, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être précisé. Hein. On a parlé tout à l'heure d'étanchéité et des aquifères. D'accord. Il faut savoir que tout ce qui est cimentation est maîtrisé depuis les années 70, lorsque Sonatrach a réellement commencé à exploiter les gisements. Oui. D'accord. Le problème de tubage, c'est un problème qui est étudié. La réglementation exige la protection des aquifères. C'est respecté. Il y a la couche de ciment entre la paroi réelle du gisement lui-même, ou bien de l'aquifère, et le premier tubage. Ensuite, vient un deuxième tubage qui est aussi cimenté. Il y a des enregistrements qui nous permettent de vérifier la qualité du ciment. Si jamais il y a un intervalle qui n'est pas correctement cimenté, il y a ce qu'on appelle une reprise de ce ciment. Donc, la technique existe. Elle est maîtrisée. C'est une injection de ciment fin pour venir et boucher cet intervalle qui n'a pas été correctement cimenté. En surface, il y a des manos de pression qui permettent d'évaluer et d'enregistrer s'il y a des arrivées de quoi que ce soit d'effluent entre ces intervalles. Donc, c'est des manos en permanence qui sont là et qui nous donnent les mesures. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça et puis ensuite on part. En plus, ce puits est suivi durant toute son existence. Même lorsque le puits ne produit plus, qu'il est abandonné définitivement, on maintient une surveillance. Justement, en parlant de puits, ce qui est à reprocher aussi, les techniques ont été maîtrisées. Par la Sonatrach, on l'a compris, dans le non conventionnel, elles sont approximativement les mêmes pour le non conventionnel. Pour ce qui est du caractère volatile de l'activité gaz de schiste. Attendez, je crois qu'il y a une autre précision aussi à ramener. Je suis désolé. Rapidement, M. Touami. Oui, non, il faut que ça prenne il faut que les gens comprennent. Ce qui est conventionnel, ce n'est pas la façon de faire. D'accord ? C'est le réservoir lui-même qui est conventionnel, non conventionnel. La loi le définit clairement. Je vous donne comme exemple. Initialement, tout ce qui était compact était considéré comme non conventionnel. Aujourd'hui, c'est pratiquement du conventionnel. La technologie a évolué. Donc, ce n'est pas l'approche, mais c'est le réservoir lui-même qui est non conventionnel. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout à fait au début, le gaz, c'est le même gaz. Que ça soit de la roche-mère ou bien d'un gaz qui s'est échappé et qui a été produit d'une manière conventionnelle. La technique, pas la même technique d'extraction. Permettez-moi de terminer. La technique de récupération, c'est à travers un puits qui est foré d'une manière horizontale, d'accord? Aujourd'hui, l'horizontal est pratiquement conventionnel. Donc, la manière de le forer à l'état horizontal, ensuite, on fait une fracturation. Il y a des puits qui ont la forme d'une arête de poisson. Donc, au lieu de faire de la fracturation, on fait des multibranches. Ça aussi, vous me direz que c'est dangereux. Moi, je vous dirais que non. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas faire correctement son travail. La vie d'un puits non conventionnel, un puits de gaz de schiste, est d'une durée beaucoup plus courte qu'un puits conventionnel. Corrigez-moi si je me trompe, puisque les journalistes se trompent souvent sur les chiffres. 6 ans, c'est bien ça. La vie d'un puits de gaz de schiste ne dépasse pas 6 ans. Est-ce que c'est vrai? Alors, dans la même surface, on est obligé de faire ce qu'on appelle le nid d'abeille, comme en Amérique, en Pennsylvanie. Parce qu'effectivement, chaque puits, on doit faire un puits pour chaque puits. Un puits pour chaque puits. C'est-à-dire qu'il faut un forage pour chaque puits, pour chaque gisement, pardon. Je m'excuse. Alors, pour le conventionnel, pour un grand gisement, parfois, on peut faire un seul forage pour récupérer le tout. C'est impossible. Non, je crois qu'il faut préciser aussi. Écoutez. La durée de vie d'un puits de gaz non conventionnel. Écoutez. En fonction du volume qui est capturé par ce puits, va dépendre la durée de vie et le niveau de production dont on veut en faire. Maintenant, c'est la capacité de la roche à alimenter le puits qui va dépendre de son maintien. Maintenant, il y a une nouvelle technique qui est mise en œuvre déjà,
Ça, je vous le donne comme information. Cette technique permet de produire un puits à son niveau plateau. Ensuite, quand il commence à décliner, c'est de le fermer, d'accord, le laisser se remplir et ensuite de le réouvrir. C'est une production par intermittence. Cette technique permet d'éviter d'avoir à forer beaucoup plus de puits que nécessaire. Donc, c'est différentes approches en fonction de l'état du gisement lui-même et de la roche. Donc, il ne faut pas... Je permets que j'ajoute une précision peut-être beaucoup plus, qui peut être beaucoup plus compréhensive par la population. Oui. Que le puits dure 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans. Et en fait, l'incidence, elle est économique. D'accord? Justement. Elle est économique. C'est important aussi. Si le gaz de schiste, qu'importe, si un puits peut donner une bonne production en 5 ans, s'il est rentable, il donne une production. Et quand on dit un puits, attention, c'est peut-être ce que le monsieur disait, c'est-à-dire on fait un puits vertical, puis à partir du même puits, on fait jusqu'à 10, 15, 20 draps horizontaux, à partir du même site. Parfois, c'est-à-dire enfin, le même site, la même plateforme. La même plateforme, oui. D'accord. C'est ça c'est multi-drap. Non, c'est pas ça. Pour chaque gisement, dans le non conventionnel, on fait un forage horizontal suivi d'un forage vertical suivi d'un forage horizontal. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Il y a un puits. Je n'ai pas parlé d'arrêt de poisson. Non. Je vous ai donné l'information. C'est un trou. Voilà, je vais dire simplement. un trou vertical حاسي ومن بعد الداخل il y a des galeries. Il y a une galerie واحدة منا on peut aller jusqu'à 20. Les techniques actuelles, on l'utilise bien. Et c'est ça qui va produire, c'est l'ensemble de ces galeries qui vont produire. S'ils sont capables de produire en 5 ans, de quoi rembourser, le truc c'est rentable. Et de toute façon, Sonatrach ou la Sharika Okhra, quelle que soit la société, ils ne feront ça que s'il y a une rentabilité. Donc le problème n'est pas dans 5 ans ou 6 ans. Mais un puits qui dure 6 ans, ça va amener la compagnie à forer pas très loin un autre puits pour rentabiliser l'opération. Il le faut. Donc c'est-à-dire que, est-ce que c'est une activité qui va faire appel à des opérations de forage intensives? Absolument. Ouais. Et donc, création de main-d'œuvre. Ce dont parlait M. Oui, mais c'est pas. Attention, quand on dit nid d'abeille, il ne faut pas que les gens croient que ça va s'écrouler. On peut faire un nid d'abeille, mais il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement l'activité gaz de schiste, elle nécessite une activité de forage continue. C'est pratiquement toute une batterie d'appareils de forage et qui fore. Vous savez, aux États-Unis maintenant, on fore un truc, on déplace l'appareil. En 2 ou 3 heures, on le déplace vers un autre point. Et ainsi de suite. Il faut forer sans arrêt. Simplement, on ne va pas forer sous les villes, ni sous les parmerets, ni sous les surfaces agricoles. On a parlé tout à l'heure de surfaces agricoles. Excusez-moi, il y a 150 000 hectares qui sont développés aujourd'hui au Sahara, en agriculture. Parce que ça, c'est important pour les populations. Il faut que les gens le sachent. L'Algérie, elle avait comme objectif d'atteindre pratiquement 2 millions d'hectares en 2020. Aujourd'hui, on a un peu plus d'1 million d'hectares qui est mis. Pour toute l'Algérie, nord et sud, c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a que 8 millions d'hectares. Non, c'est important. Il faut parce que les gens ils croient qu'on va forer, on va trouver tout le Sahara. Justement, c'est faux. D'ailleurs, le pilote est à une 50aine de kilomètres de la ville la plus proche. Oui, ce qui n'est pas beaucoup, qui semble apparemment inquiéter les gens, c'est cette énorme. population. On va parce revenir justement... Parce qu'on leur a dit, moi j'étais à Ain Salah, il y a quelqu'un qui nous a dit, qu'on leur a dit, Belli, le drap horizontal, il va arriver jusqu'à Ain Salah. Non, on a calculé 25. Nous sommes d'accord, 25. Mais le drap, il fait 1 kilomètre, c'est tout. Mais qui leur a dit une chose pareille? C'est qu'il y a aussi un vide qui a été peut-être exploité. Parce que le puits se trouve juste à côté, à Dar al-Ahmar, 28 kilomètres. C'est ça. Même si on ne fait pas de drain, même si on ne fait pas de trucs d'arrêt de poisson, ça produit des effets. Hein. Quels effets? Les effets connus du non conventionnel. Mais quoi? Mais maintenant, on ne parle plus... Ceux qui disent qu'il y a des séismes. Non, il n'y a pas que ça. C'est multiple. Il y a les séismes, il y a la remontée des gaz, du méthane, etc. Le méthane, c'est ça, on va le chercher. Il y a des dizaines d'inconvénients.
là, moi, j'insiste pas là-dessus. Non, non, tout le monde, on en sait. Moi, j'insiste sur l'insistance par rapport au gaz de schiste. Je me pose des questions, pourquoi? Alors, sachant très bien que la rentabilité du prix de gaz de schiste, elle est... On va en parler. Justement, on va en parler en... Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va essayer d'en parler avant la fin de cette émission. Mais avant, revenons vers les populations d'Insalah et de plusieurs wilayas du Sud qui, rappelons-le, donc, sont en train de manifester depuis plus d'une dizaine de jours. Au-delà des revendications anti-gaz de schiste, il y a également une revendication à caractère socio-économique. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une malvie, il y a un manque d'emploi, il y a des problèmes de livraison, de logement également, d'infrastructures. Il y a très peu de spécialistes. À titre d'exemple, pour parler du médical dans la ville d'Insalah, ces gens-là ont la vie très dure et ont peut-être saisi l'occasion des explorations de gaz de schiste pour revendiquer toutes ces choses-là. Je vous propose de faire le point sur le soutien de l'État vers les régions du Grand Sud et la situation concrètement sur le terrain. Qu'en est-il avec Nakhla Al-Ourbi? Plusieurs mesures d'encouragement et d'incitation à l'investissement et aux porteurs de projets dans les wilayas du Sud ont été prises ces dernières années par les pouvoirs publics. Non seulement pour accompagner les investisseurs, mais aussi pour développer les régions du Sud en vue d'éliminer les disparités régionales. Et c'est au travers d'importants investissements, de mesures et de dispositifs de soutien que l'État compte opérer une mue nécessaire et incontournable dans les wilayas du sud du pays. En plus de promouvoir la politique de justice sociale, les principaux objectifs de cette politique en matière d'encouragement et d'incitation à l'investissement, les pouvoirs publics tablent sur la dynamisation de l'activité économique dans les 10 wilayas du sud concernés. Les 10 wilayas en question, qui sont Adrar, Biskra, Béchar, El Oued, Gherdaya, Ilizi, Larouat, Tamanrasset et Tindouf. Basée sur des avantages particuliers à l'investissement et une stratégie de développement sectoriel, cette politique englobe des mesures en faveur de l'économie nationale, autant dans le domaine financier et bancaire que pour l'investissement des entreprises et l'emploi. En plus de toutes ces mesures, des avantages additionnels sont en outre consentis pour les wilayas dites du Grand Sud, à savoir Adrar, Ilizi, Tamanrasset et Tindouf, notamment une réduction de 50% de l'IRG pour une période de 5 ans. Les projets d'investissement dans le secteur du tourisme ne sont pas en reste. Ces projets pouvant bénéficier d'une bonification de 4,5% des taux d'intérêt applicables, entre autres. L'ANDI, l'Agence nationale pour le développement de l'investissement, est pour rappel aussi partie prenante, notamment à travers la mise en œuvre du régime dérogatoire spécifique à ces régions en matière d'octroi d'avantages à l'investissement. L'agriculture dans le sud du pays se présente par ailleurs comme une stratégie de développement et d'investissement qui permettra de sécuriser et de développer cette région, d'autant que les avantages d'investissement sont attrayants à plus d'un titre. Pour les experts, elle est sans conteste un grand marché pour les investisseurs. Au stade embryonnaire, le développement tous secteurs confondus des régions du Sud ne suscite pas moins l'intérêt des jeunes dont les aspirations évoluent au gré des mutations que connaissent ces wilayas. Le mouvement de protestation contre l'exploitation du gaz de schiste dans la ville d'Insalah, qui a gagné ces derniers jours d'autres villes du Sud, pourrait traduire une prise de conscience quant aux intérêts économiques et stratégiques des populations concernées. Donc on vient de le voir, il y a une désynchronisation entre l'engagement financier de l'État au regard des villes du Grand Sud et la situation que vivent les jeunes, notamment de la ville d'Insalah et de plusieurs autres villes. Est-ce que vous pensez quelle pourrait être l'issue de cette situation? Est-ce que vous pensez que l'État pourrait faire marche arrière si en tout cas les manifestations perdurent? Ah ben oui, en lisant la presse d'hier et d'aujourd'hui, apparemment la présidence a désigné une délégation pour négocier une certaine solution qui s'avère bonne pour tout le monde. Moi, je parle d'un moratoire qui a été fait un peu ailleurs sur la base de la non-urgence d'exploitation des énergies non conventionnelles, du moment que celles du conventionnel auront de beaux jours, comme l'a dit monsieur le PDG avant-hier. Il a dit que les réserves conventionnelles étaient appréciables. Et donc, par rapport aux essais qu'on est en train de faire,
avec apparemment les Français, et ça se fait un peu ailleurs, en Chine, etc. Il y a des techniques très prometteuses, donc on n'est pas vraiment dans l'urgence. Et donc une solution d'arrêt n'empêche que provisoire est vraiment nécessaire pour tout le monde. Est-ce que l'État a besoin aujourd'hui, Abdelmajid Attal, des ressources non conventionnelles? On sait qu'un appel d'offres a été lancé il y a plusieurs mois de cela, à la mi-2014, un appel d'offres qui n'a pas été fructueux. Enfin, il n'a pas attiré beaucoup en deçà des espérances. Bien en deçà des espérances. Sur 35 périmètres, il n'y a eu que 4 contrats qui ont été octroyés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de dire, bon ben alors on va faire du gaz de schiste, mais plus tard? Non, il ne s'agit pas, parce que ça dépend, quand on dit on va faire le gaz de schiste. Exploiter commercialement. Mais on doit commencer par l'exploration, il faut évaluer d'abord, il faut savoir ce qu'on a sous terre. Parce que sincèrement et très sincèrement, aujourd'hui, en réalité, nous avons fait une évaluation, enfin, je pense que Sonatrach a fait une évaluation du potentiel algérien sur la base essentiellement de données disponibles à partir des puits qui existaient, des données techniques, géologiques, etc. Une cartographie a été faite en 2008 déjà, hein, c'est bien ça. Une cartographie, non, des il n'y a pas de cartographie pour les gaz. Le schiste qui contient du gaz... Une étude, du moins. Non, il est partout. Il existe partout dans le Sahara. Donc, on le connaît. Il y a un problème de cartographie. Non, il n'y a pas de problème de cartographie. On connaît. C'est-à-dire, on a fait une évaluation. Mais les techniciens... qui nous a fait les réserves, nous a estimé les réserves? Est-ce que c'est nous? Bien sûr. Si ce n'est pas les Américains. Mais non, les Américains, ils ont fait une évaluation à partir Par moment, ils nous disent qu'on est à la 5e place. Après, on nous dit qu'on est à la 3e. Mais ça va venir, on est en premier mondialement. De toute façon, les États-Unis doivent certainement connaître notre domaine minier, peut-être probablement mieux que nous. Technologiquement, ils sont très avancés, etc. Mais n'empêche, ils ont fait une évaluation sur la base de données publiées, sur la base de photos satellites, etc. Mais les techniciens de Sonatrach, ils ne sont pas bêtes. C'est des géologues. Si, c'est possible. Voyons, avec les techniques. On parle du terrain. Non, le terrain, je sais. On fait des approches, oui. Bon. La preuve, par exemple, pour l'Égypte, avant le printemps arabe, on a dit qu'il n'y a pas de gisement non conventionnel. Et après, on vient de démontrer qu'il existe quand même. Mais bien sûr qu'il existe. Même l'Arabie Saoudite, elle a plus de potentiel que l'Algérie d'ailleurs. Mais ça, c'est des dires. Non conventionnel. Non, c'est pas des dires. On a réellement calculé les réserves? Oui. Comment? Moi je dis, c'est calculé. Écoutez, quand vous avez 10 000 puits qui ont traversé les schistes qui contiennent du gaz, et quand vous avez 10 000 puits qui ont échantillonné ces schistes-là, avec 10 000 échantillons, si vous n'êtes pas capable de calculer un potentiel sur la surface du Sahara, c'est comme si rien faire. Les Américains font faire le travail à la place de nous. Qui ça? Les Américains de l'Association internationale de l'énergie. Mais c'est ça, à chaque fois on se réfère aux données américaines. Non, moi je suis en train de me référer aux données de Sonatrach. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas correctes. Non. Je suis désolé, mais il y a des choses qui ne sont pas correctes qui ont été dites autour de cette table. L'évaluation a été faite. Comme l'a dit M. Attar, tous les en collaboration, Sonatrach en collaboration. Sonatrach a ses propres chiffres. Il y a des géologues, il y a des producteurs, il y a des ingénieurs. L'ensemble des puits ont traversé la Roche-Mer. Sonatrach dispose de sa banque de données, de l'ensemble des puits qui ont été forés, qui ont été logués, c'est-à-dire dont les diagraphies existent, qui ont été évalués. Il y a une cartographie qui est faite, d'accord? Maintenant, ce qui est